Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour aujourd'hui reçoit Insurrection idéologique, dialogue avec un jeune Guinéen sur les ethnies, la démocratie et le développement. Son auteur, Baylo Telouel Diallo, nous fait l'immense bonheur qui va nous tenir tout le long de ce numéro. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Insurrection idéologique. Cet ouvrage est construit sous la forme d'un dialogue entre un jeune qui appartient à la génération des luttes pour la démocratie, le développement et les droits humains et l'auteur qui appartient à la génération de la révolution panafricaine guinéenne. Dans cet entretien, l'auteur recommande le partage d'expériences pour que chacun de nous puisse capitaliser la riche expérience de notre passé, pour mieux comprendre les problèmes et les difficultés du présent afin de construire avec un puissant mouvement social un avenir meilleur. Baylo Telouel Diallo, bonjour. Bonjour, Kony. Immense plaisir de vous recevoir sur le plateau de Parenthèse. Plaisir partagé et intéressé. Bien entendu. Alors, vous nous proposez aujourd'hui votre dernier ouvrage, donc je le disais tantôt, Insurrection idéologique. Donc, dialogue avec un jeune Guinéen sur les ethnies, la démocratie et le développement. Alors, tout de suite, d'ailleurs, vous prenez la précaution de le faire dans l'ouvrage. Il y a un avertissement dans lequel vous expliquez comment l'ouvrage est construit. Dans quelles circonstances. Voilà, dans quelles circonstances aussi. Alors, c'est un dialogue entre l'auteur que vous êtes avec un jeune. Tout à fait. Et vous précisez dans ce passage, donc que je considère comme l'avertissement, que c'est un ouvrage qui a été écrit entre 2018 et 2010. 2020. Et 2020, pardon. 2018 et 2020. Tout à fait. Et que ce n'est ni une chronique politique, ni un commentaire sur les contingences politiques. Tout à fait. Et que toute référence à la Constitution, on va y arriver, porte sur la Constitution de 2010 et non celle de 2020. Tout à fait. Alors, à présent, donc revenons-en. On va parler un tout petit peu du titre parce qu'effectivement, quand on tient même dans les rayons, dès qu'on tombe sur le titre dans les rayons, et tout de suite ça nous capte, Insurrection idéologique. C'est aussi la fonction du titre. Oui, alors, donc, vous parlez, c'est un concept, il est présenté comme tel, et puis vous prenez aussi le soin dans l'ouvrage, heureusement d'ailleurs pour le lecteur, très peu outillé comme moi. Insurrection idéologique, vous expliquez l'insurrection, et d'une part, et l'idéologie, la question de l'idéologie d'autre part. Et quelque chose encore de plus intéressant à souligner, c'est que cet ouvrage-là, Insurrection idéologique, on va dire, le fruit est inspiré de l'ouvrage, de votre ouvrage précédent. Tout à fait. Et vous expliquez comment est-ce que ceci est arrivé. Oui, c'est-à-dire que le premier ouvrage que j'ai écrit post-révolutionnaire, disons, c'est Position et proposition, où je m'expliquais un peu par rapport à l'histoire politique de la Guinée, à l'histoire de la Guinée, de la période révolutionnaire à la période post-révolutionnaire. Ça a suscité beaucoup de débats, ça suscite encore énormément de débats. J'imagine. Et donc, lorsque je présentais cet ouvrage-là, il y a des jeunes, j'ai fait une présentation par exemple à Kofi Annan et à l'université Nongo, et il y a un jeune qui, dans son commentaire, qui me dit « Votre ouvrage, donc Position et proposition, est une véritable insurrection idéologique ». J'ai aimé le concept, d'abord venant d'un jeune qui comprenait donc que je me situais vraiment dans le champ du débat idéologique, du débat théorique, et que c'était une insurrection, c'est-à-dire que j'allais à contre-courant d'idées dominantes. Et je me suis dit que ce serait bien de reprendre le concept comme titre d'un ouvrage qui interrogerait les idéologies dominantes au niveau des jeunes
actuellement confrontés à toutes sortes de questions de développement, de progrès social, d'emploi, de démocratie, et qui utilisent des concepts qu'il faudrait interroger. Donc, toujours dans la théorie, interroger les concepts pour définir des positions. Insurrection idéologique, donc c'est l'ouvrage qui fait l'objet de notre numéro parenthèse de ce jour. Eh bien, le bonheur donc est pour nous, hein, mesdames et messieurs, d'avoir l'auteur lui-même sur le plateau. Alors, insurrection idéologique, il est question dans votre ouvrage, et c'est même, vous le notez bien, les idéologies contre lesquelles il faut appeler à l'insurrection, sont regroupées autour de 3 postulats. Ouais. À savoir, on a noté, le premier postulat, c'est la question de la division de la nation. Le deuxième postulat... Tout ce qui contribue à diviser la nation. Oui, toutes les idées, vous le dites d'ailleurs, toutes les idées, toutes les notions qui concourent à diviser la nation. Le deuxième postulat tourne autour des inégalités politiques et économiques et sociales. Tout à fait. Le troisième postulat donc porte sur tout ce qui empêche les masses populaires à accéder à la connaissance et à la technologie. Donc nous, on s'est permis même de dire à demeurer dans l'ignorance. Tout à fait. Alors, donc, de ces 3 postulats vont découler, on va dire, des ensembles d'idéologies. Des ensembles idéologiques. Des ensembles idéologiques. Oui. Et donc, en termes de structuration de l'ouvrage, et c'est ce qui va nous amener maintenant dans l'ouvrage, structuré autour un ensemble, 3 ensembles idéologiques. Le premier, l'ensemble idéologique centré sur l'ethnie. Le deuxième, l'ensemble idéologique centré sur la démocratie et l'humanisme, qui vont ensemble. Et le troisième ensemble idéologique centré sur l'économisme et la technocratie. Et la technocratie. On va commencer par le premier qui est l'ensemble idéologique centré sur l'ethnie. Alors, ce qui est intéressant, j'ai encore envie de dire, la question est pertinente. Et puis, évidemment, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais elle est aussi et tout le temps au cœur de nos préoccupations. Question de démocratie, de développement, de toutes les questions. Alors, qui met en plus et met en péril le vivre ensemble et toutes ces questions. Et vous, dans votre démarche, vous questionnez cette notion. Et puis, le lecteur va s'apercevoir qu'au bout du compte, au regard de votre argumentation, bien entendu, qu'on va vous entendre là-dessus, donne au bout du compte que l'ethnie est une fausse idée. Est une idéologie. Est une idéologie, bien sûr. Est une idéologie, voilà, mais si on l'interroge scientifiquement, en gros... C'est une illusion. C'est un concept illusoire. Mais qui désigne une réalité. C'est ça, la difficulté de l'idéologie. Oui. C'est que, d'une part, c'est un concept imaginaire, un concept illusoire qui te donne l'impression, l'illusion que tu penses la réalité, alors que c'est un concept qui masque la réalité que tu veux penser. La réalité existe, mais le concept te masque ce que tu veux comprendre. Et le concept d'ethnie fait partie de ces concepts qui désignent, mais de façon illusoire dans la tête des gens, les réalités qu'ils veulent appréhender. Quand tu prends ce mot, le premier élément qui m'a mis la puce à l'oreille, j'ai demandé à des locuteurs, j'ai dit, comment on dit ethnie dans nos langues nationales? Et comme je suis alpulaar, j'ai dit, comment on dit ethnie en pulaar? La réponse spontanée, immédiate, c'est de dire Leñol. Je dis non. Qui signifie famille. C'est famille ou lignage. Oui, lignage. Ou lignage. Après, tu peux retrouver clan, tu peux retrouver tribu, tu peux retrouver nation, tu peux retrouver communauté. Mais l'ethnie n'existe pas. Et j'ai voulu valider cette démarche avec des locuteurs d'autres langues nationales. Et c'est toujours le même réflexe, c'est-à-dire... Ils sont toujours confrontés à l'évidence de l'ethnie, puis à l'incapacité de la désigner. Alors, on la désigne par le territoire, par la langue, par l'origine,
par l'histoire, par des récits. Et chaque fois, tu te rends compte que les éléments caractéristiques de l'ethnie ne se chevauchent pas. C'est un concept qui s'adapte à tout et qui fait que quand tu dis ethnie, quand tu dis moi je suis Peul ou moi je suis ceci ou cela, tu ne sais pas trop de quoi tu parles. Alors, tu parles de la langue, ça, tu vas dans un sens. Tu parles de l'origine, les ancêtres, tu vas dans un autre sens. Tu parles du territoire, tu vas dans un autre troisième sens. Tu parles de culture, tu vas dans un autre sens. Donc voilà un concept polysémique qui, à force de vouloir saisir des réalités diverses, ne saisit aucune de ces réalités. Donc c'est un concept idéologique qui te fait croire que tu as compris de quoi tu parles, et quand tu l'interroges, tu te rends compte que tu ne parles pas de la même chose que ton interlocuteur. Scientifiquement, enfin, disons, d'une manière concrète, dans nos pays en Afrique, en l'occurrence en Guinée, c'était un concept qui a été créé non pas par les Africains, puisque d'ailleurs vous venez de le dire, qu'il n'y a pas de mot dans nos langues qui peut désigner le mot ethnie. Ce concept-là continue à travailler, à vivre. Alors, un concept, il n'a pas été produit nécessairement à cette fin. J'adopte la thèse, la position selon laquelle on ne produit pas un concept idéologique en tant que sujet. Tu ne t'assois pas pour dire, bon, je vais inventer ce mot-là pour avoir cet effet-là. C'est tout un processus où des intérêts, des rapports sociaux, des démarches, des logiques et des cultures se heurtent et qui aboutissent à la naissance d'un concept. L'Europe, lorsqu'elle a rencontré l'autre, lorsqu'elle a rencontré l'Afrique, lorsqu'elle a rencontré nos sociétés, était dans une approche de classification. Le 19e siècle en particulier classifiait tous les animaux, les éléments, ainsi de suite, les planètes. Et donc il rencontre une société ou des sociétés complètement différentes. Et pour maîtriser ces sociétés, il faut bien les comprendre. La façon de les comprendre, c'était de dire « Ah oui, d'accord, lui, il parle ça, donc lui, il parle cela. Ah, lui, il dit que ses origines sont telles, ainsi de suite. » Et ça leur permettait de classifier et donc de connaître ceux à qui ils avaient affaire. Donc, c'est cela. Mais ensuite, maintenant, cette classification produit ses effets. Et produit ses effets même sur ceux qu'on classifie. Parce que nous avons accepté la classification. À partir de ce moment-là, nous-mêmes, nous avons commencé à nous classifier comme tel. On te demande, tu es quoi? Je suis Peul. Tu es rentré dans la classification. Et un indicateur de tous ces effets-là, c'est que quand tu écoutes les radios nationales ou internationales, moi, je me suis amusé un peu à essayer de décompter les conflits en Afrique depuis les années 90. Oui. Il y a plus d'une trentaine de conflits dans les États, dans les nations africaines, qui sont analysés en termes d'ethnie. On dit que c'est un conflit ethno-politique, ethno-communautaire, et ainsi de suite. Ou même ethnique, tout ce Ou même ethnique. Oui. Et quand tu écoutes les informations, c'est toujours rattaché à telle ethnie. Le leader politique de tel parti qui relève de l'ethnie telle est confronté au leader. Je dis, c'est quoi ça? Donc, ça nous divise. Ça nous divise. On ne dit pas le leader politique qui est issu du mouvement syndical, qui est issu du mouvement paysan, ou qui est issu de ceci, cela. On dit qu'il est issu de telle ethnie. Or, quand ils parlent d'eux-mêmes, quand les puissances coloniales parlent d'elles-mêmes, elles n'utilisent pas ce mot. Oui. Elle ne dit pas l'ethnie française, l'ethnie belge, l'ethnie alsacienne, l'ethnie corse. Elle dit les Corses. Pourquoi ne pas dire les Peuls? Après, on s'entendra sur la notion de ce que c'est qu'un Peul. Mais pourquoi chaque fois, il faut que ce soit l'ethnie, 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 l'ethnie? Et nous assumons cela, nous l'acceptons, nous le portons et ça nous transforme en sujet politique. Oui. Alors, mais à côté aussi, il y a autre chose que vous révélez, c'est qu'autour de cette ethnie,
il y a d'autres éléments que vous pensez être intéressants plutôt à exploiter que de se baser sur l'ethnie. Dans ce que j'appelle l'ensemble idéologique centré sur l'ethnie, je montre qu'à partir de la notion d'ethnie, le concept colonise par contre des réalités qui ont du sens. Oui. Elle colonise la culture, elle colonise la langue, elle colonise les arts, des pratiques traditionnelles. Elle colonise des noms. Oui. Tu vois. Et à partir de là, ce concept qui n'avait pas de contenu a un contenu. Il a un contenu qui fonctionne. C'est ce qui est assez difficile à comprendre. Les gens disent, mais si l'ethnie n'existe pas, mais les peuples, ils existent. Je dis, oui, les peuples, ils existent, mais ce n'est pas une ethnie. Ça peut être une langue, ça peut être des noms, ça peut être des origines, ça peut être des pratiques. Vous parlez plutôt d'ailleurs, alors j'allais en venir, mais je me précipite. Vous parlez plutôt, vous préconisez l'abandon. Le jeune ne va pas être forcément d'accord avec vous dans votre dialogue. Vous préconisez l'abandon du mot ethnie pour le remplacer par d'autres noms qui vont être, on va dire, si je peux me permettre, entre guillemets, moins problématiques. Plus pertinent pour saisir la réalité que l'on veut saisir par le concept d'ethnie. Quand tu dis, voilà, c'est telle communauté territoriale, c'est telle communauté villageoise, la notion de communauté est extrêmement complexe. Quand on dit, voilà les gens de l'abbé, c'est très loin de dire, voilà les gens, voilà les peuples de l'abbé. Oui. Il y a des éléments liés au patronyme, au mouvement des populations, à la modernisation, à les labékas, pour utiliser ce terme. Les labékas, c'est une réalité sociologique, économique, culturelle, anthropologique, historique et imaginaire extrêmement complexe, qui évacue la notion d'ethnie. Or, il est possible de construire à partir de la communauté villageoise, à partir de la communauté territoriale, à partir de la communauté urbaine. Il est possible de construire des processus d'émancipation, des processus de progrès, en les rassemblant au lieu de les diviser. Bien, alors j'enchaîne là-dessus, et c'est vrai que cette partie reste très intéressante, en ce sens que de l'ethnie découlent aussi d'autres mots liés à l'ethnie, comme l'ethnisme que vous expliquez, et puis aussi de l'ethnopolitique et l'ethnostratégie. Et l'ethnocentrisme. Il y a l'ethnocentrisme. Il y a tout un travail là-dedans, dans votre exercice à éclairer, en tout cas à soutenir le sens de votre insurrection. C'est une des caractéristiques du concept idéologique. Le concept idéologique n'est pas nécessairement un concept produit par une pensée consciente. Ce n'est pas une pensée logique pour dire je vais produire ce concept-là. C'est une pensée, une approche, un ensemble de représentations qui relève d'abord de l'inconscient. Qui relève d'abord de l'inconscient et qui installe, je le disais tout à l'heure, nous l'assumons quand on dit je suis Peul, je suis de l'ethnie Peul, j'assume que l'ethnie est là et que c'est dans mon inconscient. C'est ça que j'appelle l'ethnisme, c'est cette façon de se représenter la réalité sociologique ou anthropologique extrêmement complexe à partir du concept d'ethnie. Mais ce n'est pas construit. C'est inconscient. La preuve, je la donne même par ceux qui ont écrit certains livres de géographie de la Guinée et qui disent, voilà la carte des ethnies du pays. Tu regardes cette carte, tu t'interroges. Vous vous insurgez contre cela parce que c'est
complètement erroné quand on te raconte le brassage et l'installation des populations de diverses origines et les langues. C'est complètement... Ça ne se fait pas au même moment. C'est des processus complexes, parfois contradictoires. Oui. Quand tu prends les Peuls du Wassoulou, tu les mets dans quoi? Si c'est la langue, alors tu les mets chez les Malinqués. Si c'est l'origine, tu les mets chez les Peuls. Si c'est la politique, tu les mets je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Tu prends chez les Peuls dans le royaume théocratique qui ont assimilé des populations d'autres origines, et qui l'ont assimilé jusque dans la langue et autres. Tu fais comment avec cette complexité? Mais en parlant, on dit l'ethnie, parce que le concept est installé dans l'inconscient. Il devient conscience lorsque les enjeux sont là. C'est-à-dire... Et qu'on s'en accapare pour arriver à un objectif. Alors, le scientifique s'en accapare pour essayer d'analyser la sociologie d'un territoire, d'une formation sociale. Le politique s'en accapare pour avoir une masse critique de lecteurs, et ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là, l'ethnie commence à fonctionner comme représentation consciente de l'individu. Mais ça ne peut fonctionner que si d'abord c'est accepté comme représentation inconsciente, dans l'inconscient. Et dès que ça fonctionne dans la conscience, on passe de l'ethnisme, qui est la forme inconsciente, à l'ethnocentrisme, à l'ethnostratégie. Quelqu'un, un membre d'une élite, peut opérer sur le fait que ça c'est mon ethnie, donc je vais puiser dans l'inconscient collectif centré sur l'ethnie pour revendiquer telle position dans l'administration. Quand j'entends des communautés dire « Ah, nous on n'a pas eu de ministre », tout est là. Nous on n'a pas eu de ministre. Ça veut dire que la communauté en question, qui se représente donc comme étant une communauté homogène, et comme étant une communauté que tu peux caractériser d'une façon ou d'une autre, considère que le ministre doit être un élément qu'ils doivent parvenir à positionner sur le champ politique ou sur le champ de l'exécutif ou judiciaire et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est là, ça devient alors de l'ethnostratégie. Et quand cette ethnostratégie se traduit dans le champ politique lors des élections, lors des compétitions politiques, alors ça devient de l'ethnopolitique. Ça fonctionne à tous les niveaux, dans l'analyse etnoscientifique, dans l'ethnostratégie, dans l'ethnopolitique, et ainsi de suite. Mesdames et messieurs, alors, bon moment sur ce plateau avec Baylo Telou El Diallo autour de l'insurrection idéologique. Donc, c'est le titre de son ouvrage. Si vous venez seulement de vous joindre à nous, et donc on en parle. Donc, un ouvrage évidemment mais c'est comme ça que je l'ai aussi vécu en lecture. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais d'ailleurs, je pense que vous en parlez un peu, que je l'ai perçu comme un travail de déconstruction. C'est le terme que j'aime bien. Il faut déconstruire les concepts idéologiques. Oui. C'est-à-dire, c'est un terme qui a été, disons, peut-être pas inventé, mais en tout cas promu par un philosophe français du groupe dont je me réclame, qui s'appelle Jacques Derrida, et qui déconstruit des concepts avec lesquels on croit penser la réalité, en réalité qui sont des concepts illusoires. Mais ce n'est pas évident qu'ils sont illusoires. Pour comprendre qu'ils sont illusoires, il faut les déconstruire. Mais tu as le même... Quand Rabelais dit la substantifique moelle, c'est-à-dire c'est pas simplement l'os qui est autour, qui te donne l'apparence de l'os, mais la substantifique moelle. Quand Engels dit penser par soi-même ou penser la réalité des choses, ça veut dire que tu as les choses et tu as la réalité des choses. Quand Montesquieu dit l'esprit des lois, c'est pas la loi,
C'est l'esprit qui est derrière la loi. Vous le dites d'ailleurs même autrement qu'il faut regarder dans le dos. Derrière le dos. Oui. Il faut regarder derrière le dos. Quand on utilise un concept, il faut regarder derrière le dos du concept. Oui. Quand quelqu'un te dit, moi j'aime l'ethnie Peul, ou j'aime l'ethnie Malinké, ou j'aime l'ethnie... Moi j'entends souvent ça, moi j'aime bien. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est qu'est-ce qu'il veut me dire? Moi, je suis pour la démocratie. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Moi, je suis pour les technocrates. Qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est ça, déconstruire. Interroger les concepts que l'on utilise pour exprimer une réalité. Et quand tu les interroges, quand tu vas au-delà des évidences, ce qu'on croit être évident, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'on croit être évident, eh bien, à bien y regarder, on peut s'apercevoir que c'est bien plus compliqué ce que l'on croit. Mesdames et messieurs, donc insurrection idéologique que la rédaction de parenthèses, bien entendu, vous recommande. Et puis, effectivement, on s'en aperçoit, on s'aperçoit aussi que... alors, effectivement, ce que je voulais dire, mais c'est que on a la liberté aussi de dire ce qu'on pense de l'ouvrage. C'est vrai que vous faites un bel exercice, même, je dirais, une belle démonstration, justement, pour expliquer, argument à l'appui, ce que vous expliquez. Mais est-ce que on ne peut pas dire, plutôt que de dire que l'ethnisme, c'est donc cette façon inconsciente de cette réalité qu'on a de façon inconsciente, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas, on ne pourrait pas plutôt dire aussi, si on dit plutôt que c'est une forme latente du problème, l'ethnisme, ce que vous considérez comme un moment inconscient de ce problème? Oui, ce que j'essaie de montrer, en tout cas comment je l'ai compris, c'est qu'il y a trois concepts aujourd'hui qui déterminent notre façon d'être au monde, d'être aux autres, d'être à la nature. Trois concepts qui reviennent dans tous les discours. L'ethnie, la démocratie et l'économie, le développement. Oui. Et donc j'essaie de montrer qu'il y a un lien entre la prévalence de l'analyse de nos sociétés, de nos formations sociales, à partir de l'ethnie, avec la prévalence de l'analyse du champ politique à partir de la démocratie, et la prévalence de la compréhension des processus économiques à partir de l'économisme. Ce n'est pas donc des champs séparés les uns des autres, oui, c'est des champs qui se déterminent l'un l'autre. L'économisme, qui est une des idéologies qui manifeste le projet ultralibéral, détermine la déliquescence de l'État. C'est l'économisme, c'est l'ultralibéralisme qui a affaibli l'État. Et l'État étant affaibli, ouvre la porte à l'ethnisme. L'ethnisme renforce cet affaiblissement de l'État, et cet affaiblissement de l'État renforce à son tour l'ultralibéralisme. Donc il y a une sorte de surdétermination de ces trois concepts qui font que nous sommes engagés dans une spirale négative où chacun des trois concepts idéologiques renforce les effets négatifs de l'autre. Après la Révolution, on a bien vu, et vous le dites dans l'ouvrage d'ailleurs, les gens dire « Abba, Koko Lala comme pour rejeter cette démarche. Ouais. Et vous pensez qu'effectivement, il y a des raisons. D'ailleurs, voilà, on vous laisse, nous éclairer là-dessus. Les questions du jeune sont des questions très largement partagées, et parfois par des intellectuels de très haut niveau, que j'entends opposer à la promotion de nos langues des arguments liés à la division, c'est-à-dire la pluralité des langues, des arguments
liées à leur retard dans les terminologies de la science et des arguments liés à leur capacité à porter les relations internationales. Aucun de ces arguments ne tient. La pluralité des langues, je connais très peu de nations, et je peux même dire que je n'en connais pas, où il y a une seule langue. Toutes les nations ont plusieurs langues. Il y a une langue dominante, il y a une langue unitaire, et il y a les autres langues. Et parfois, elles fusionnent de telle façon que ça devient une langue. Le français le français d'aujourd'hui n'est pas le franc de Rabelais ou de Montaigne. Oui, non, pas du tout. Voilà. Et donc, il y a la pluralité des langues n'empêche pas le fait qu'une nation se constitue. Deuxièmement, au lieu de dire il y a plusieurs langues, donc on rejette, il faut dire on n'a qu'à engager le processus. La question avait été posée au président Sékou Touré. Pourquoi ne pas adopter une seule langue nationale et l'imposer. Et l'imposer. Vous le dites, surtout parce que le puisque parti était suffisamment puissant pour dire on va imposer. Il a eu cette réponse, il dit, mais si on essaie d'imposer, ce sera la meilleure façon d'exclure. Pour que les gens disent, moi, comme on m'impose, on ne peut pas te forcer à apprendre une langue, à adopter une langue. Tu vas dire, ok, je vais faire semblant dans les discours, dans les rencontres publiques, mais chez moi, on parlera, et d'ailleurs je prendrai une position pour que mes enfants ne parlent que cette langue-là. Donc on ne peut pas imposer la langue. Par contre, il disait qu'il faut donner les chances à toutes les langues et leur donner les chances de se développer. Quelles chances tu leur donnes? Il faut les étudier. Il faut adopter des approches, traduire des livres, écrire des livres. Ce que nos frères de l'alphabet on confond d'ailleurs la langue et l'alphabet, c'est un alphabet. Mais ce qu'ils font pour le corps est une démarche extrêmement importante et qui va contribuer, et qui contribue déjà, puisque maintenant il y a même des ordinateurs qui utilisent le corps. C'est comme ça qu'on développe la langue. Et après, il y a une langue qui finira par devenir une langue partagée, qui n'exclut pas les autres, mais une langue partagée avec les autres, pour toutes sortes de raisons, peut-être plus faciles à comprendre, peut-être plus adaptées à certaines choses. La langue à Conakry, il est évident que c'est le Soussou. Le Soussou, quand vous allez parler Soussou, 80% des Conakrykas vous comprennent. Et donc, voilà, il y a des processus comme ça. Mais il ne faut pas se presser. Une langue évolue, une langue se développe, une langue s'approprie. Mais exclure les langues nationales pour dire c'est le français, c'est exclure 80%, 90% de nos populations du processus démocratique. Et c'est ça. Et exclure 80% du processus d'appropriation de la science et de la technique. Et vous dites d'ailleurs, peut-être pour appuyer votre thèse, vous dites par exemple que, pour parler de la démocratie, vous dites que, on le dit couramment, que nul n'est censé connaître la loi, et que c'est faux à partir du moment, pour nos pays, en tout cas pour la Guinée, quand on sait que 80% de nos populations ne comprennent pas les langues dans lesquelles les lois sont écrites. Ce qui fait qu'un pauvre gars, on lui parle d'une loi qu'il ne comprend pas, il commet un délit, on l'amène chez le juge et le procès se fait dans une langue qu'il ne comprend pas. Il a un avocat, mais ce que l'avocat dit, lui, il ne comprend pas non plus. Les articles, il ne sait pas. Les articles, il ne sait pas. Donc il y a tout un système qui fait qu'il est exclu. Et après, on le condamne. Bon, il peut accepter parce que parfois le délit est évident. Mais quand vous prenez tout le dispositif, avec justement ces mots qui n'ont pas nécessairement une traduction correcte, une traduction, le même mot peut signifier. Quand on dit, par exemple, la belle-mère, moi je me suis souvent heurté à cette question, mon père est polygame. Alors, la deuxième épouse, la troisième épouse de mon père, c'est quoi? Parfois on dit c'est la marâtre, mais en français, marâtre, c'est une mauvaise mère.
je ne vais pas dire de mes mamans que ce sont des marâtres. Après, on dit c'est la belle-mère. Mais la belle-mère, c'est la mère de ton épouse. Donc, quand je dis ma belle-mère, je ne sais pas trop de quoi... en tout cas, l'autre peut ne pas comprendre de quoi je parle, vous voyez. Et ça, ce n'est qu'un petit détail. Il y a tellement de choses où, entre le mot dans nos langues et le mot en français, il y a des contresens tels que la compréhension devient pratiquement impossible. On ne sait pas de quoi on parle. Alors, il faut promouvoir nos langues pour qu'on parle nos langues. Et qu'un enfant guinéen qui arrive au niveau du bac parle au moins 3 langues nationales. S'il parle 3 langues nationales, il peut aller à Zérékoré, à Sigiri, à Bofa et à Labé. Il se fera absolument comprendre. Il se fera absolument comprendre. Mais il y a le traumatisme, et là vous avez raison, il y a le traumatisme de cette marche forcée vers les langues nationales, surtout comme langue d'enseignement, oui, durant la Révolution. D'accord, il y a eu des faiblesses. Il y a eu même des drames peut-être, mais d'abord, personne ne s'est assis pour en faire le bilan. Oui, vous en parlez. Personne n'a fait le bilan. Pour savoir les forces et là voilà, où ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et que faire pour que ça marche? Parce qu'on utilise la faiblesse pour dire, puisque ça a échoué, on n'a qu'à jeter. On a jeté, on jette une partie de notre histoire. Un pays, un peuple, une nation ne progresse pas en rejetant une partie de son histoire à cause des échecs enregistrés au cours de cette histoire, si on veut parler d'échecs. On ne rejette pas, on corrige, on améliore, on rature, mais on améliore, on ne rejette pas. On va se permettre de vous poser une question. Ce qu'on n'a pas fait, on suppose que ce n'est pas un dialogue imaginaire. Ce n'est pas un dialogue imaginaire. Le jeune, en tant qu'individu, est une synthèse de plusieurs jeunes. Exactement. C'est là où on a perdu le fil, parce que par moment, on sent effectivement qu'il s'agit d'un jeune qui par moment même serait malinqué, et puis à un moment donné, on est un peu perdu. Tout à fait, parce que justement, volontairement, j'ai voulu qu'il soit l'expression de plusieurs catégories de jeunes, pour que ça soit un dialogue avec un jeune Guinéen. Parfois il est ouvrier, parfois il est diplômé, parfois il est chômeur, parfois il est technicien, voilà. Mais ce sont des questions que les jeunes m'ont posées. Ce ne sont pas des questions inventées. Mais... Qu'est-ce qu'on peut contre ce que peut prendre comme direction une idée développée? J'imagine qu'on ne peut pas grand chose. Ben voilà. Quand j'ai vu qu'est-ce qui se passait, parce que je l'ai écrit comme indiqué, de 2018 à 2020. Et quand j'ai vu ce qui déjà était en train de se passer, on préparait déjà le processus du 3e mandat et la révision de la Constitution était engagée, il me fallait faire extrêmement vite pour anticiper afin que je ne sois pas un commentateur de ce qui allait arriver, mais quelque part anticiper un peu des choses qui étaient plus ou moins perceptibles dans les processus, dans la dynamique politique de notre société. Et notamment en ce qui concerne la Constitution, déjà je n'étais pas tout à fait satisfait de la Constitution de 2010. Déjà oui, en 2010, moi j'avais dit que c'est une Constitution problématique. Ne serait-ce que parce qu'elle a été adoptée sans que ça soit l'objet d'un référendum. Et puis il y avait beaucoup d'autres éléments là-dedans. Et donc je ne voulais pas que la Constitution suivante vienne sans que j'ai critiqué la Constitution précédente, parce que ça allait semer des confusions dans la tête déjà. D'ailleurs, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, parce qu'effectivement, la deuxième partie, donc justement, qui porte sur l'ensemble idéologique centré sur la démocratie et les droits humains.
Alors là, évidemment, comme la première partie d'ailleurs, extrêmement dense sur ces questions que nous connaissons ou qui nous renvoient à l'histoire très récente et encore à ce que le pays traverse, et même pas que la Guinée, nos pays en Afrique traversent. Alors là encore, vous faites une différence et qui est bon peut-être pour moi de souligner tout de suite, c'est-à-dire que pour l'ethnie, évidemment, il ressort de votre analyse que, en fait, c'est un faux débat, si vous voulez. Oui, là je marchais sur des œufs, parce que la revendication pour la démocratie est aujourd'hui la revendication la mieux partagée, en tout cas la plus partagée. Tout le monde revendique la démocratie. Et donc, toujours la même démarche. Je dis, bon, alors, quand on dit démocratie, on veut dire quoi? Quoi? Toujours, hein? Qu'est-ce qu'il y a derrière le dos? Tout à fait. Quand j'ai présenté ce livre, j'ai un ami, un cadre de très haut niveau, de l'élite politique et économique de notre pays, qui a lancé cette invective. De toute façon, il n'y a qu'une démocratie, il n'y a qu'une seule démocratie. Et il est parti, malheureusement, parce que je voulais bien l'interroger comme j'ai interrogé le jeune par « Ok, je veux bien, mais entendons-nous de quoi on parle ?» Et dès que tu commences à interroger le concept de démocratie, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, tout le monde, je crois, est plus ou moins d'accord là-dessus. Après, il y a des questions pratiques. Oui. Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, est-ce que ça veut dire que c'est tout le peuple qui vient au gouvernement? Non. Non, bien sûr. Le peuple, c'est à travers ses représentants. Déjà, tu fais évoluer la notion vers la notion de représentativité. Oui. Il faut que ces représentants soient légitimes. Aussi. Ils sont légitimés par un processus électoral. Donc, tu commences déjà à déconstruire le concept pour dire que, attention, derrière la démocratie, il y a cela. Il y a tout ce processus. Comment se fait la représentation? Voilà. Et quand tu fais l'histoire de la démocratie, tout se joue là. Le jeune ne semblait pas vous suivre. Il dit, mais on ne va pas faire toute l'histoire de la démocratie. Nous, on veut tout de suite que les choses changent. C'est ça qui m'intéresse. Tout à fait. Le souci on va dire, le souci du doyen qui veut ramener pour que l'on comprenne à quoi c'est attaché. Toutes ces démocraties ou toutes ces théories qu'on cite sont arrivées, sont le fruit d'un long processus quelquefois et de longues luttes pour arriver. Et puis même, ce processus continue parce que la question de la démocratie n'est jamais achevée. C'est une quête continue. Alors, insurrection idéologique, et puis rapidement, on est talonné par le temps, mais j'ai envie d'évoquer ce sujet avec vous parce qu'effectivement, toujours dans la démarche de la déconstruction, pour cette question, justement, l'ensemble idéologique centré sur la démocratie, par exemple, vous expliquez, en fait, vous mettez en mal, au regard de vos arguments, justement, ce que nous avons aujourd'hui comme démocratie. Parce que si tu vas sur la question de la représentativité et qu'on te dise qu'à l'Assemblée, seuls sont représentés les partis politiques, tu te poses des questions. Pour citer l'article 1 de la Constitution de 2010, il faut préciser. Voilà, de 2010, je ne sais pas, j'espère qu'ils vont faire bouger un peu les choses. C'est qui laisse entendre que vous êtes favorable, pas qui laisse entendre, vous le dites, c'est qui sous-tend clairement, vous le soutenez aussi, que justement, il faut laisser entrer dans la représentation qui est l'Assemblée, non pas uniquement les partis politiques, mais en plus des partis politiques, les corps constitués, y compris même d'ailleurs, vous le dites, les forces de sécurité et de défense, les organisations paysannes par exemple, etc. Les femmes, les jeunes, dites-vous. Mais le jeune, il vient à contre-courant, il vous dit, mais dans les partis politiques, les jeunes sont représentés, les femmes aussi. Et même je lui réponds que le jeune qui va à l'Assemblée via un parti politique représente dans ses idées, dans sa démarche, dans ses propositions, son parti. Voyez ce qui s'est passé avec le CNT, quand on a dit qu'il faut que les jeunes soient représentés.
ça a été extrêmement difficile de construire la représentation des jeunes. Ils sont arrivés à un compromis, mais ça a été extrêmement difficile. Je pense que les femmes ont dû rencontrer les mêmes problèmes. Et les syndicats, probablement les mêmes problèmes. Tous les corps, tout. Oui, parce que, voilà. Et donc, cette représentativité, elle n'est donc pas évidente. Moi, j'ai mon professeur d'économie, un Français, un ami de France, il est en France. Quand il a lu ça, il me dit, oui, mais Télivel, tu ne t'expliques pas sur la façon de représenter les corps dont tu parles. Il y a des exemples, mais c'est vrai qu'ils n'approfondissent pas. Je ne détiens pas les réponses. Je ne détiens pas toutes les réponses aux questions que le jeune me pose et que je me pose. Je dis simplement, ce serait bien que d'autres composantes de la société soient représentées au premier lieu du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir législatif. Il faut qu'on y aille non pas simplement en tant que militant d'un parti, représentant d'un parti, mais qu'on y aille en tant que paysan, ce qui signifie autre chose, qu'on y aille en tant que scientifique sorti de travaillant dans telle nation, et ainsi de suite, qu'on y aille en tant que commerçant, je ne suis pas trop contre les commerçants, mais enfin, qu'on y aille en tant que représentant des médias, et que si tout cela... Mais ça vient tout bouleverser. C'est une autre façon de penser la représentation et la légitimité, parce qu'il faut ensuite construire la légitimité derrière tout ça. C'est extrêmement compliqué, et je laisse C'est-à-dire c'est une nouvelle forme de représentation que vous proposez pour remplacer cette autre forme de représentation. Le CNT, c'est quoi? Si tu prends la composition du CNT, qui répond à une question de crise, à une situation de crise, on dit, ah bon, comme c'est la crise, on n'a qu'à venir faire appel à tout le monde, on va s'entendre, et après, ça va permettre de surmonter la crise. Mais pourquoi une forme de représentation valable en période de crise majeure ne pourrait pas se poursuivre pour consolider les réponses? Je donne un exemple, la loi des finances. On vote la loi des finances et après les gens se lèvent pour dire on veut augmenter les salaires. Il faut le faire avant, il faut le faire dans l'hémicycle, et ainsi de suite. Mais il y a un deuxième aspect qui constitue ce que j'appelle mettre fin à la dictature des partis politiques, au monopole que les partis politiques ont sur le pouvoir. C'est la décentralisation. Oui. C'est-à-dire faire en sorte que les lieux de pouvoir, que les formes, les champs d'exercice de pouvoir soient déconcentrés, éclatés, au point que ça échappe uniquement à un seul. Oui. C'est extrêmement important. Une troisième forme, c'est... Alors, tout le monde dit on va refonder. On est dans un pouvoir ultra-présidentiel. Depuis la Première République, c'est ultra-présidentiel. Personne ne pose la question, mais pourquoi on va continuer à reproduire et après que le président finisse par devenir naturellement ou intellectuellement ou institutionnellement quelqu'un qui prend l'essentiel du pouvoir. Mais on l'a mis au départ. Pourquoi on ne donne pas plus de pouvoir à l'Assemblée? Pourquoi on ne donne pas plus de pouvoir aux collectivités de base? Pourquoi on n'éclate pas les pouvoirs de façon à ce qu'une seule personne concentre pas l'essentiel des pouvoirs? Même pour l'école. Très rapidement, oui. Très rapidement. Oui. L'examen d'entrée en 7e, il faut que le ministère se prononce. Mais pourquoi on ne règle pas certains types de problèmes localement ou sur le plan régional? Rapprocher une démocratie de proximité. Démocratie de proximité, démocratie participative, c'est ce que je propose. C'est ce que je propose. Ne quittez pas, c'est pas fini. Nous passons à présent à la rubrique suivante.
Nous sommes page 16. Quelles sont donc précisément les idéologies contre lesquelles tu appelles à l'insurrection, en particulier parmi les jeunes? Elles sont nombreuses et surtout protéiformes, comme l'eau. L'idéologie prend la forme et la couleur du vase qui la contient. En l'occurrence, le vase ici, ce sont les rapports sociaux dans lesquels les individus sont inscrits. Pour identifier les idéologies contre lesquelles il faut s'insurger, il faut partir d'un certain nombre de principes que je te propose de considérer comme des postulats théoriques et méthodologiques. Quels sont ces postulats? Je me limiterai à en énoncer 3. Peut-être qu'il y en a plus, mais ceux-là me semblent fondamentaux et constituent une bonne base pour tracer une ligne de démarcation entre les idéologies de l'émancipation et les idéologies de domination, de soumission et d'assujettissement. Premier postulat, toute pensée, toute théorie ou toute représentation de la société, du monde ou de soi, c'est-à-dire, en dernière instance, toute idéologie qui contribue à diviser. Ici, en Guinée et aujourd'hui, la nation doit être considérée comme une idéologie contre laquelle il faut s'insurger parce qu'elle nous affaiblit dangereusement dans un monde où les puissances comptent sur cette division pour imposer leur domination sur les États et sur les nations. Fin de citation. Voilà, mesdames et messieurs, à présent, nous passons à la troisième et dernière rubrique, toujours autour de notre ouvrage « Insurrection idéologique » de Baylo Telouel Diallo. Baylo Telouel Diallo, bonjour. Bonjour. La question que je voudrais vous poser est la suivante. La troisième partie de votre ouvrage porte sur un ensemble d'idéologies centrées sur l'économisme et la technocratie. Dites-nous en quelques mots ce que cela traduit dans votre démarche d'insurrection. Oui. Cette partie fait un long développement critique sur l'ultralibéralisme. Pour faire vite, c'est un courant de pensée théorique avec des pratiques très concrètes qui ont influencé pratiquement la planète entière et en particulier les États les plus faibles, donc les pays africains et aussi la Guinée, qui procède au démantèlement de l'État sous prétexte de dérégulation. Et une fois l'État affaibli, lui impose des règles qui permettent le libre mouvement des capitaux et la domination par le marché et les finances. C'est ça l'ultralibéralisme. Et les gens n'en sont pas vraiment conscients. Il y a un lien très étroit entre la domination du capital financier que le capital financier exerce sur nos économies et le démantèlement, l'affaiblissement de l'État. C'est un courant qui est devenu dominant, qui a commencé à dominer dans le milieu des années 70 du siècle passé, qui est devenu pratiquement dominant, exclusif, après l'effondrement du camp soviétique et la transformation capitaliste de la Chine, et qui s'impose à nous à travers non seulement les firmes et le capital financier lui-même, mais à travers des institutions comme le FMI, comme la Banque mondiale et d'autres institutions du même genre, l'OMC pour le commerce, qui disent, voilà, si vous voulez que l'on vous aide, si vous voulez obtenir des appuis, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Et ces règles, ce sont les programmes d'ajustement structurel et leurs avatars jusqu'aujourd'hui. Nous sommes dans ça. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout autour de l'ouvrage de Baylo Telouel Diallo, Insurrection idéologique. Mesdames et messieurs, à la prochaine pour un autre numéro avec